Salut les enfants, vous m'avez manqué. Est-ce que vous allez bien? Alors, suivez. Nous allons essayer de corriger les exercices intégrés que je vous ai donnés, qui figurent sur les feuilles, les documents que vous avez reçus. Mais avant de commencer la correction des exercices, je veux revenir sur quelque chose que j'ai dû oublier au cours de la première séance, je veux dire du cours, et plus précisément sur le tableau concernant la classification des microbes. Alors, c'est exactement, j'ai oublié la troisième colonne du tableau, et qui comprend et qui contient les modes de vie, des microbes, le mode de vie des micro-organismes. Alors, de façon résumée, les modes de vie des microbes sont trois types principaux. Alors, il vaut mieux les retenir dans cet ordre. Alors, le premier mode, c'est le symbiotisme. Le deuxième mode de vie, c'est le parasitisme. Et le troisième mode de vie, c'est le saprophytisme. Donc, parmi les microbes, il y a des microbes symbiotes ou symbiotiques, des microbes parasites et des microbes saprophytes. La définition de chaque type de mode de vie. Alors, pour la symbiose, il s'agit de microbes qui font une relation avec un autre être vivant, mais de manière à lui être utile et de profiter de lui-même. C'est-à-dire une relation, on appelle ça une relation à profit mutuel, une relation donnant-donnant. C'est-à-dire que les deux êtres vivants concernés profitent de la relation. Alors pour cela, je vais donner quelques exemples, comme par exemple, dans notre gros intestin, nous avons des bactéries bien sûr qui se nourrissent de notre nourriture, mais qui nous sont utiles aussi. Comment cette utilité? Eh bien parce que seulement par le fait de leur existence dans notre gros intestin, leur existence empêche l'existence d'autres microbes. L'existence de ces microbes dans notre gros intestin empêche l'existence d'autres microbes. Et de cette façon, ils nous sont utiles. Je donne alors un autre exemple, mais cette fois-ci, dont l'un des êtres vivants, c'est un végétal, ce sont des végétaux, et des bactéries. Alors, dans les racines des légumineuses, la fève, les pois chiches, les pois, les haricots, le hummus, l'adès, l'oubia, le foul, etc., dans les racines de ces plantes, on trouve des petits gonflements, des petits renflements que l'on appelle des tubercules ou des nodosités. Une coupe au microscope vue au niveau de ces nodosités révèle que dans ces nodosités, il y a beaucoup de bactéries. Alors, ce type de bactérie s'appelle Rhizobium, la bactérie Rhizobium, et cette bactérie, elle aide la plante, c'est-à-dire les légumineuses. Elle leur enrichit le sol en azote, l'azote de l'air, elle transforme l'azote de l'air en nitrate, NO3-. Elle le transforme en une forme capable, qui peut être utilisable par ces légumineuses. C'est-à-dire que ces légumineuses, nous aussi, nous n'avons pas le programme d'utiliser l'azote de l'air.
il nous vient des aliments, des protéines. Eh bien, alors, pour cette bactérie, elle a le programme de transformer l'azote de l'air en nitrate, une forme qui est utilisable par ces plantes-là. Et en échange, la bactérie reçoit les substances, les matières carbonées, la matière carbonée produite par les légumineuses lors de la photosynthèse, c'est-à-dire les protéines, les lipides, les glucides, vitamines, etc., etc. Ainsi donc, terminons par dire que la symbiose, dans la symbiose, c'est une relation à profit mutuel. Je passe au parasitisme. Alors, dans le parasitisme, le microbe parasite, alors ici dans ce mode de vie, les deux êtres vivants profitent de la relation. Eh bien, dans le parasitisme, non. C'est un seul qui profite, c'est le microbe. C'est un seul qui profite, c'est le microbe. Et il peut rendre malade, bien sûr, l'autre être vivant que l'on appelle hôte. Alors, ce terme induit et nécessite le deuxième terme, c'est-à-dire l'hôte, c'est-à-dire l'être vivant sur lequel vit le parasite, le microparasite, on l'appelle un hôte. On l'appelle un hôte, avec un H muet, un hôte. Dans le troisième mode de vie, le saprophytisme, eh bien, je vais partir de là pour expliquer celle-là. L'hôte sur lequel vivait le parasitisme, s'il meurt, alors s'il meurt là, le microbe ne s'appelle plus, n'est plus un parasite. On ne l'appelle plus un parasite parce qu'il vit sur un être mort, sur un cadavre, sur de la matière en décomposition. Et là, alors, on appelle ce type de microbes des microbes saprophytes. Des microbes saprophytes, c'est-à-dire qui vivent sur de la matière en décomposition. Et là, je vous rappelle que vous les avez vus en première année. Ils se trouvent dans le sol et on les appelle des décomposeurs. Ils interviennent dans le cycle de la matière, dans les chaînes alimentaires. On les appelle des décomposeurs parce qu'ils décomposent la matière inerte. Ils vivent sur de la matière vivante, inerte plutôt. D'accord ? Voilà. Donc, regardez la progression ici, la relation entre les trois termes. Dans cette relation profit mutuel, dans celle-là, dans ce mode de vie, il y a profit d'un seul côté, c'est-à-dire le microbe. Et le deuxième, on l'appelle un hôte. Et dans le troisième cas, l'hôte meurt. Quand l'hôte meurt, eh bien, ce microbe qui était parasite, on va l'appeler maintenant saprophyte. On va l'appeler saprophyte. On dit qu'il n'y a pas de limite nette entre le parasitisme et le saprophytisme. Voilà, mes chers amis, pour en ce qui concerne la partie que j'ai oubliée sur le tableau contenant le résumé sur la classification des microbes. Et maintenant, je passe à la correction des exercices intégrés. Je commence par le premier exercice qui est donné qui va vous permettre d'extraire, de conclure la définition des êtres vivants. Alors, vous avez lu je ne relirai pas le texte, hein, les données, je ne les relis pas pour gagner du temps. Eh bien, je passe directement à la correction de la première question. Dans la première question, on vous a demandé expliquer les résultats. Quoi? Alors, dans cette question, expliquer l'origine des microbes apparus dans le milieu de culture et que signifient les tâches des microbes s'étendent. Les colonies qui sont microbiennes, qui sont apparues dans le milieu de culture, jour après jour, avec le temps, elles s'étendent. Alors, on vous a demandé d'expliquer cela. Eh bien, pour la première partie de la question, l'apparition des microbes dans le milieu de culture s'explique par le fait qu'ils sont, alors donc, apparition, qu'ils sont tombés ou leurs germes. Et j'ai mis entre parenthèses, les germes, on appelle germes, l'une des formes de leur vie.
Le microbe ne peut pas être sous sa forme principale dans l'air ou dans le sol. Il peut être sous une autre forme, comme nous avions dit par exemple pour les moisissures, comme on a dit pour les moisissures produisent des spores qui se répandent dans l'air. Alors les spores portent le nom scientifique de germes. Oui, alors comme les levures aussi, les levures qu'on met pour préparer du pain et pour préparer des gâteaux, eh bien, on les achète. Les levures, on les achète sous cette forme-là, germe. Je vous rappelle que la société productrice, Smatrasa, Germa, parce qu'elle vend des germes de microbes. Bien sûr. Alors, l'une des formes de leur vie, ils sont tombés de l'air dans le milieu de culture. L'explication maintenant de la deuxième partie, c'est-à-dire l'élargissement et l'expansion des tâches ou des colonies microbiennes, eh bien, l'élargissement des tâches colonies signifie que ces microbes se multiplient. L'intishar, l'expansion, l'élargissement des tâches qui s'élargissent signifie que ces microbes se multiplient. Et s'ils se multiplient, ces microbes, eh bien, cela nécessite leur nourriture. Parce que pour se multiplier, pour se développer, pour grandir, il y a nécessité, bien sûr, de nourriture. Ce qui nécessite de la nourriture. Et voilà donc, j'arrive à la deuxième question où on vous a demandé de conclure sur les microbes ou les micro-organismes. Eh bien, la conclusion, c'est que puisque ces êtres, qui sont les microbes, puisque ces êtres se nourrissent et se multiplient, donc ce sont des vivants. Mais pour le démontrer, on devrait bien sûr dire qu'ils se multiplient. Et puisqu'ils se multiplient, eh bien, ils mangent, ils se nourrissent. S'ils mangent et se nourrissent, s'ils mangent et se multiplient, donc ce sont des êtres vivants. Et donc, en conclusion finale, la déduction de la définition des microbes, vous l'avez dans le résumé de texte que je vous ai donné, bien sûr, vous l'avez, eh bien, ce sont donc des êtres vivants, comme tous les êtres vivants, seulement ils sont microscopiques. C'est tout. Mais on peut ajouter dans la définition qui se trouve dans tout ce qui nous entoure, dans l'air et dans la terre, c'est-à-dire le sol, dans l'eau et sur tous les objets qui nous entourent, et même sur notre peau en millions. Même sur notre peau en millions, même après une douche. Voilà donc les amis, et nous allons passer à la deuxième série d'exercices sur les facteurs pathogènes des microbes, la virulence des microbes. Alors, passons à la correction de la deuxième série, soi-disant, d'exercices intégrés, c'est-à-dire celle-là. Eh bien, alors, commençons par le premier exercice, numéro 1. Encore une fois, je ne perdrai pas le temps à relire les questions. Je réponds directement. Eh bien, alors, pour la première question, alors, la courbe est croissante, montrant qu'au début, le nombre de microbes était très petit. La courbe part juste à côté du zéro. Donc, ça veut dire que le nombre des bactéries mises dans le milieu de culture était très peu, un nombre très peu, ça peut être une ou deux. Oui, alors, et qu'il a augmenté rapidement pour devenir 100 millions par millimètre cube de culture. Je répète, pour devenir 100 après 5 heures,
pour devenir, après 5 heures, 100 millions de bactéries par millimètre cube de culture. Faites attention au titre de l'axe des ordonnées. Attention, attention. Donc, le nombre est devenu de 100 millions de bactéries par millimètre cube de culture et il a atteint environ 1800 millions, c'est-à-dire 1,8 milliard de bactéries après 10 heures. Alors, au début de l'expérience, il n'y avait que quelques bactéries. Après 10 heures, c'est 1,8 milliard, c'est-à-dire à peu près 2 milliards. Pas dans toute la question, non, par millimètre cube. Par millimètre cube. Deuxième question. L'augmentation du nombre. Alors, on vous a demandé d'expliquer les résultats. Eh bien, alors, ici, la courbe montre que. Alors, on explique l'augmentation du nombre de bactéries est due à leur multiplication par division. Alors là, j'insiste, Faouldi, on ne vous a pas donné le mode de multiplication pour le mettre dans la poubelle. Non, c'est très important. C'est une parmi les difficultés dans la SVT, c'est de savoir utiliser le terme scientifique là où il faut. Bien sûr, on vous a appris que les bactéries se multiplient par division, donc il faut l'utiliser. Donc, dû à leur multiplication par division, et cela trouvant des conditions favorables, bien sûr. La division, la multiplication nécessitent l'alimentation. Alors, dans des conditions favorables, qui sont alors les nutriments et la température favorable. Répétons-le, les nutriments et la température favorable. Lorsque l'un de ces facteurs n'est plus favorable, eh bien alors les bactéries stoppent la division, stoppent la multiplication. C'est pourquoi, par exemple, quand il nous reste des aliments, de la nourriture, il faut la mettre dans le réfrigérateur. Parce que la température du réfrigérateur, elle stoppe la multiplication. Elle ne tue pas, mais elle stoppe la multiplication. Elle stoppe la multiplication. C'est donc un facteur défavorable. Et lorsque l'un des deux n'est plus favorable, on dit que tous les deux, ce sont des facteurs limitants. Yani, la multiplication, c'est ça. D'un autre point de vue, la courbe montre que après 10 heures, la courbe a cessé de croître. Eh bien, alors, l'arrêt de l'augmentation signifie l'arrêt de la multiplication. Et cela est dû au fait qu'il n'y a plus de nourriture, de nutriments. Parce que dans les données à Faouldi de l'exercice, on vous a précisé, dans un milieu de culture non renouvelable, il faut souligner non renouvelable. Voilà. Donc, l'arrêt de l'augmentation signifie ou bien est dû au fait qu'il n'y a plus de nourriture pour la bactérie pour continuer à se diviser. Et j'ouvre une parenthèse. Le fait qu'il n'y a plus de nourriture, ça ne veut pas dire que la bactérie va mourir. Non. Alors, il y a des bactéries qui vont mourir, il y a des microbes qui, lorsqu'ils ne trouvent plus à manger, ils meurent, mais il y en a qui peuvent prendre une forme qu'on appelle une forme de vie ralentie, une forme de résistance. Elle peut rester vivante pendant des années, 6 ans, 8 ans, etc. Alors, j'en connais, il y a à peu près, à ma connaissance, il y a à peu près environ 8 qui sont capables de supporter des conditions défavorables hors de l'organisme, hors du corps. Voilà. Ils prennent une forme de résistance, hein, que l'on appelle aussi des spores, entre guillemets. Que l'on appelle aussi des spores. Et une spore de bactérie peut supporter la température de 80, même 60-80 degrés Celsius, et peut-être même plus, je ne sais pas.
à ma connaissance, environ 60-80 degrés. Elle est capable de... Alors que dans la forme, sa forme normale, elle peut être détruite à 40 ou à 50 degrés Celsius. Vous voyez, c'est pourquoi on les appelait des formes de résistance. Je passe à la troisième question où on vous a demandé de conclure. Très simple, c'est le facteur ici dont parle l'exercice, c'est la multiplication rapide. Vous n'avez qu'à voir, on est parti de quelques bactéries au départ pour atteindre, après 10 heures, 1,8 milliard. 1,8 milliard. Alors, j'ai vu dans un ouvrage que dans 3 jours, à partir d'une bactérie, elle peut engendrer, elle peut donner un volume de bactéries proche du volume de la Terre en 3 jours. Oui, en 3 jours. Seulement, question de nourriture, comme on a dit, c'est un facteur limitant. Je passe au deuxième exercice. Alors, le deuxième exercice, c'est celui de la maladie de la pneumonie. La maladie de la pneumonie, une des maladies des poumons, qui est due à des bactéries du type coque, que l'on appelle des diplocoques, qui sont groupés par 2, comme vous le montre le document ici. Eh bien, alors, on vous a posé une question de rappel du cours, bien sûr. À quel groupe appartient ce microbe? Eh bien, il appartient au groupe des bactéries. Comment se multiplie? Elle se multiplie par division. Terminé. Alors, deuxième question. On vous a demandé d'expliquer les résultats. Monsieur Griffith a pris des souris auxquelles il a injecté. Alors, cette bactérie se trouve dans la nature sous 2 formes. Une forme possédant une enveloppe A, le document A, et le document B, une forme de diplocoque sans coque. Je dirais nu. Alors, pour le groupe A, on explique le fait qu'ils sont restés vivants malgré que Griffith leur a injecté les diplocoques nus. Eh bien, on explique cela par le fait que le système immunitaire, les systèmes immunitaires des souris, on peut détruire les diplocoques nus qui n'ont pas de capsule. Alors, attention les amis, maintenant on sait que, vous le savez, bien sûr, on doit le savoir, on peut dire le corps des souris a détruit les diplocoques. Oui, mais le corps, il possède un système immunitaire, comme il possède un système digestif, un système nerveux, un système osseux, un système musculaire, un système reproducteur, etc. Eh bien, le corps possède aussi un système immunitaire. Donc, que les systèmes immunitaires des souris ont pu détruire les diplocoques nus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de capsule. Pour B, le groupe B sont morts. Eh bien, comment expliquer leur mort? On explique leur mort que par le fait que leur système immunitaire n'ont pas pu détruire les diplocoques ayant la capsule. Les diplocoques qui possèdent la capsule. Et c'est là la différence. Ceux-là ont une capsule, les autres n'en ont pas. Eh bien, c'est donc là où réside le facteur virulent de la bactérie. Donc, la réponse de la question 3, conclusion, eh bien, le danger, la virulence, la pathogénité de ces microbes, des diplocoques, pneumocoques, eh bien, c'est la capsule. La capsule qui, bien sûr, la protège contre les moyens de défense du corps. Je passe au troisième exercice. Troisième exercice, il s'agit de l'étude de la maladie du tétanos. La maladie du tétanos, le tétanos, vous avez lu les données, alors je passe, il est dû à une bactérie, un bacille, c'est-à-dire de forme longue, que l'on appelle le bacille tétanique, le BT, le bacille tétanique. Alors, première question, on vous a donné des données que le symptôme principal chez l'atteint du tétanos, c'est une contraction généralisée des muscles dans tout le corps. Des contractions douloureuses, généralisées dans tout le corps. Eh bien, alors, on vous a demandé donc, mais par contre, on vous a demandé que la bactérie reste au niveau de la blessure
l'observation du sang de latin montre qu'il ne contient pas de bacille tétanique, ne contient pas la bactérie. Donc la question, comment rend-elle malade? Et d'ailleurs, c'est le but des exercices. Quel est le facteur virulent? Quel est le facteur pathogène de cette bactérie? La nocivité de cette bactérie. Eh bien là, puisque elle reste au niveau de la blessure et elle provoque la contraction de tous les muscles dans le corps, elle n'entre pas dans le sang. Alors comment donc? Eh bien, alors, je vous ai demandé de formuler une hypothèse explicative. Eh bien, l'hypothèse est que le bacille tétanique, le BT, produirait. Alors, constatez, j'ai utilisé le conditionnel parce que c'est la formulation des hypothèses. Peut-être où on utilise le conditionnel. Que le bacille tétanique produirait des substances toxiques qui sont véhiculées, transportées par le sang et qui tournent dans le corps et qui provoquent des excitations des nerfs et donc des contractions musculaires. Eh bien, on vous a donné des expériences pour justifier cette expérience, pour justifier cette hypothèse, pardon. Alors, la deuxième question, alors, pour le groupe de souris A auquel on a injecté 2 cm, on a injecté, infesté plutôt des blessures de culture du bacille, le bacille ne peut pas arriver dans le sang parce que le sang contient de l'oxygène et l'oxygène est dangereux pour la bactérie, il la tue. C'est pourquoi dans certains cas de blessure, on met de l'eau oxygénée. Ça peut tuer des microbes, on les appelle des microbes anaérobiques, ils sont dangereux. Des microbes anaérobiques, ils ne respirent pas. Par contre, l'oxygène leur est dangereux, leur est nocif. Eh bien là, on infeste يعني كيجرح لهم الفيران كيجرح لهم شي بلاصه في الجسم ديالهم وكياخذ لا كولتور وكيلبق عليهم تما في ديك البلاصه سي سا فوالا هذا هو المعنى ديال اون انفست دي بليسور par la culture du bacille. Les souris sont mortes. بحال السؤال الاخر الفوق لهي on l'explique la mort par le fait que les systèmes immunitaires des souris n'ont pas pu détruire, vaincre les bacilles tétaniques. Petite question 3. On vous a demandé, on vous a dit qu'on a injecté, cette fois-ci dans le sang, des souris, quoi 2 cm3 de filtre à bouillie de culture. يعني ديك لا كولتور كنزيدوا عليها de l'eau distillée ماء مقطر ونخوضوها. On prend un papier filtre, نكبو داك le contenu ديال la culture هنا et bien sûr غتقطر لينا هنا قطيرات غتصفى. Le liquide obtenu, on l'appelle le filtrat. Le filtrat. Et on vous a demandé dans la question, expliquez la mort du groupe B. Bon, je peux vous ajouter que le filtrat ne contient pas de bactéries. Le filtrat ne contient pas de bactéries, ne contient pas de cellules. Alors donc, quand on avait réalisé la filtration, voici les bactéries, eh bien le papier filtre va retenir les bactéries. Il n'y a que de l'eau, du liquide qui va tomber ici. Donc, le filtrat ne contient pas de bactéries. Le filtrat ne contient pas de bactéries, mais le filtrat injecte. On a fait bouillir le filtrat par-dessus le marché. On a fait bouillir le filtrat. Pourquoi on a fait bouillir le filtrat? Eh bien, de peur qu'il n'y ait d'autres microbes qui soient tombés dans le filtrat. Parce qu'il y a des microbes dans l'air. Donc, alors, le chercheur, donc il faut stériliser le filtrat. Il faut stériliser le filtrat. Eh bien, du filtre à stériliser, injecté à des souris meurent. Comment va-t-on expliquer la mort des... Eh bien, alors, puisqu'il n'y a pas de bactéries, de bacilles, eh bien, ça veut dire que dans le filtrat, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et ce quelque chose, d'où vient-il? Ce quelque chose est produit par le BT, le bacille tétanique.
Alors, eh bien, c'est quelque chose qui a pu tuer et que les systèmes immunitaires des souris n'ont pas pu détruire, eh bien, ce sont des substances toxiques. Ce sont des substances toxiques. Et la réponse donc de la question, on explique la mort des souris par le fait que le filtre à injecté aux souris contient des substances toxiques produites par le bêta et le bacille tétanique et que les systèmes immunitaires des souris n'ont pas pu détruire. Puisqu'elles sont mortes, eh bien, ça veut dire que les systèmes immunitaires n'ont pas pu vaincre, détruire donc les matières, les substances toxiques produites par le bêta et qui se trouvent dans le filtre. Dans une quatrième question, je vous ai demandé le groupe C. Au groupe C, on a injecté 2 cm3 d'eau distillée bouillie. D'eau distillée bouillie. Eau distillée, il y a H2O. Bouillie, stérilisée, mu'aqqam. Ne contenant pas de microbes. Injecté à des souris, les souris restent vivantes. Alors, je vous ai posé la question, comment appelle-t-on le groupe C? Eh bien, on l'appelle un groupe témoin. Shahid. Quel est son rôle qui sert de comparaison? C'est-à-dire que le quatrième groupe, le groupe B, dans le filtre du bacille de la culture, il y a des substances toxiques qui ont provoqué la mort et que les systèmes immunitaires n'ont pas pu détruire. Cinquième et dernière question, concluez tout simplement que le mode d'action de ce type de microbes, c'est-à-dire le bacille tétanique, c'est la production de toxines. C'est la production de toxines. Voilà la correction des exercices, les amis. Bon, alors vous avez les 3 facteurs. Bon, il y a d'autres facteurs. Il y a un autre facteur pathogène. Hein, il y a un autre facteur pathogène, bon, alors, que j'aimerais signaler aussi, bien sûr, c'est le fait qu'il y a des microbes qui peuvent changer de forme. Des microbes qui peuvent changer de forme. Hein. Et le fait de changer de forme, ça pose des problèmes à notre système immunitaire. Même dans notre organisme, hein, même lors de la lutte contre le microbe peut changer de forme. Et s'il change de forme, eh bien, alors ça pose un problème à notre système immunitaire. Je vous donne un exemple pour le comprendre. Vous savez que la rougeole, quand on est atteint de la rougeole une seule fois dans notre vie. Bien, alors, après 5 ans, par exemple, votre frère est tombé malade. Vous avez été déjà malade et vous êtes guéri. Votre frère, après 5 ans ou 6 ans, votre petit frère est tombé malade de la rougeole. Il est avec vous à la maison. Eh bien, vous avez eu le microbe vous aussi. Mais vous n'êtes pas tombé malade. Même les symptômes n'ont pas apparu. Pourquoi alors? Eh bien, ça veut dire que votre système immunitaire a pu détruire le microbe très rapidement, parce qu'au cours de la première fois, lorsque vous avez été atteint, eh bien, votre système immunitaire a gardé en mémoire la forme du microbe. La forme du microbe. Maintenant, prenons le cas de la grippe, le virus de la grippe. Est-ce que c'est le cas? Eh bien, non, pas du tout. Nous tombons malades chaque année de la grippe, et même au cours de l'année 2 ou 3 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le microbe que notre système immunitaire a détruit l'année dernière, mais ce n'est plus le même que celui dont nous sommes atteints cette année. Bien sûr, ça veut dire que le microbe change de forme, notamment les virus et quelques bactéries. Notamment, et les virus et les bactéries sont capables de changer de forme. On appelle ça une mutation.